C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Selon le communiqué final du sommet sur la démocratie et les transitions politiques en Afrique, la région de l'Afrique de l'Ouest a réalisé des progrès significatifs dans la consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance au cours des 2 dernières décennies. Ces dernières années, une régression accrue s'est manifestée par des déficits démocratiques, une méfiance croissante entre l'État et les citoyens. Notre invité du jour a pris part au sommet des jeunes sur la question au Ghana. On fait le décryptage avec lui. Émile Belakwaku, bienvenue sur notre plateau. Merci de m'avoir sur votre plateau. Alors, comme nous l'avions dit en fin juin dernier, il y a eu un sommet sur la démocratie et les transitions démocratiques en Afrique et il concernait les jeunes. Donc, c'était un sommet qui parlait de la voix des jeunes. Quels étaient donc les objectifs et les enjeux de cette première édition de ce sommet? Le sommet s'est tenu précisément le 28 et 29 juin dernier à Accra au Ghana et donc a rassemblé autour d'une soixantaine de jeunes issus des 15 États membres de la CEDEAO. Et le but, du moins l'objectif de ce sommet était de pouvoir réunir ces jeunes et puis recueillir leurs aspirations, faire en quelque sorte leur faire parler d'une même voix sur les questions de démocratie qu'ils rencontrent dans leur pays respectif et bien évidemment s'en tirer avec des propositions, des recommandations qui visent donc à contribuer donc à rétablir la démocratie dans ces États membres. D'accord. Si on veut parler de transition démocratique, quelles sont les propositions des jeunes par rapport à la transition démocratique en Afrique de l'Ouest? Alors, entre autres, les jeunes se sont donc constatés et ont estimé que du point de vue donc, des différents acteurs, des différentes parties prenantes donc, qui sont impliquées, quand je parle des parties prenantes, je parle de la CEDEAO, je parle des États membres et puis je parle des jeunes eux-mêmes. Il fallait donc un ensemble de recommandations et les recommandations qui donc contribueraient donc à rétablir en quelque sorte la transition, du moins la démocratie dans ce pays, c'était entre autres pour la CEDEAO de s'assurer de l'application des protocoles donc en vue de rétablissement, de la limitation des mandats concessionnels à 2, bien évidemment. Et puis, il y a aussi la nécessité de pouvoir s'assurer de prendre des dispositions pour empêcher en quelque sorte les coups d'État anticonstitutionnels. Et puis, la nécessité de rétablissement, par exemple, d'une cour de justice à titre répréhensible, de sorte à ce que tous les acteurs des coups d'État soient en quelque sorte tenus responsables pour ces peines-là, pour ces actions-là. Donc, au niveau de la CEDEAO, particulièrement, c'est cela. Au niveau des États membres, c'est de s'assurer qu'il y a une participation inclusive au processus électoral, au processus démocratique, de sorte à s'assurer que les transitions, parce que évidemment il y a dans la plupart des cas de figure, les jeunes sont partie prenante donc de ces cas-là, que ce soit pour les coups d'État ou alors pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel, les jeunes sont partie prenante. Donc à l'endroit des États membres, il y avait nécessité de pouvoir s'assurer que les jeunes soient impliqués dans ce processus-là. Et puis, à l'endroit de la jeunesse, c'est s'assurer que les jeunes profitent des plateformes, ou du moins créent et profitent donc des plateformes qui donc, leur sont donc données pour pouvoir, en quelque sorte, faire des propositions, utiliser par exemple les réseaux sociaux pour pouvoir, ou du moins les plateformes digitales par contre, de sorte à pouvoir en quelque sorte rétablir le processus électoral avec une bonne participation de la jeunesse. Donc c'est entre autres plusieurs choses qui entrent en ligne de compte. D'accord. Si les jeunes font des propositions pour un rétablissement de la démocratie et pour ce qui concerne la transition démocratique, vous l'avez dit, est-ce qu'ils sont responsables? Est-ce qu'ils sont conscients de leurs responsabilités quand on parle de coup d'État, quand on parle d'absence de démocratie, absence de transition démocratique? Est-ce qu'ils arrivent eux-mêmes à situer leurs responsabilités? Écoutez, je suis intervenu au cours donc, de ce sommet comme un des panélistes et j'ai fait ressortir cet aspect-là. Quand vous rentrez un peu dans l'histoire, la plupart des coups d'État sont faits avec la participation des jeunes. Thomas Sankara, il avait 33 ans, il était jeune. Rawlings, il avait autour de 27 ans quand il accédait au pouvoir, pas un coup d'État au Ghana. Il y avait aussi plusieurs, Kadhafi, il en avait 27 ou 29, il était aussi jeune. Donc pour dire que les jeunes contribuent, ou du moins sont acteurs majeurs. Maintenant, ça c'est dans les cas de coup d'État. Maintenant, pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel, les jeunes aussi contribuent.
Quand on prend le cas du Burkina Faso toujours, il y a eu le cas, par exemple, une forte mobilisation de la jeunesse pour s'assurer qu'il y ait quand même, au bout d'un moment, avec le départ de Blaise Compaoré, il y ait quand même un rétablissement de l'ordre constitutionnel parce qu'il y avait un maintien au pouvoir. Donc, pour dire que les jeunes sont partie prenante, les jeunes sont des acteurs fondamentaux et ils en ont été conscients, nous en avons été conscients au sommet d'Accra. Nous avons discuté et nous avons dit qu'il fallait à un moment donné prendre nos responsabilités et puis faire des propositions pour pouvoir évidemment contribuer à rétablir l'ordre constitutionnel et la démocratie, préserver la démocratie dans les États membres. Il est clair que les jeunes d'aujourd'hui seront les dirigeants de demain. Par rapport au rétablissement de l'ordre constitutionnel, on se pose la question de savoir comment est-ce que les jeunes se préparent activement dans les différents pays. Alors, peut-être avant de répondre à la question, il y a cet adage, cette façon de le dire que nous avons en quelque sorte critiqué à Accra, où on estime que les jeunes sont les dirigeants de demain. Les jeunes ne sont pas les dirigeants de demain. Les jeunes sont les dirigeants d'aujourd'hui. Ils ont besoin d'avoir une place sur la table de discussion. Ils ont besoin d'être écoutés pour pouvoir faire des propositions. Mais ils vont également diriger demain. Évidemment. Pour ceux qui ne sont pas au pouvoir et aux affaires. Demain, donc, quand on sera au pouvoir, on aura déjà contribué à rétablir ce qui est là. Et donc, quand on va y arriver, quand on aura l'occasion de le faire, évidemment, on sera en mesure de pouvoir mieux contribuer parce qu'on aura contribué donc à établir les bases qui puissent donc permettre de pouvoir pérenniser le pouvoir. Donc, c'est cela que les jeunes visent en ce moment. D'accord. Je reviens sur la question sur la préparation. La préparation pour avoir pleinement les rênes. Et quand ils seront aux affaires, mettre en pratique ce qui ressort de tous ces grands séminaires. Oui, au sommet d'Accra, l'une des recommandations que nous avons faites pour faciliter, pour permettre aux jeunes d'être bien outillés, c'est d'établir un dialogue intergénérationnel parce qu'on estime que, quoi qu'on dise, les jeunes auront toujours besoin d'apprendre. Donc, il faut créer un cadre d'échange entre ce qu'on appelle les anciens et les nouveaux, donc les années, donc ceux qui sont déjà au pouvoir, et puis les jeunes qui arrivent. Et ce cadre d'échange-là va permettre de pouvoir donc, bénéficier de l'expérience donc, de ceux-là, et puis ça va les outiller à pouvoir être bien préparés pour pouvoir donc, diriger demain quand ils seront au pouvoir. D'accord, pour pouvoir prendre le relais, que pensez-vous de ceux qui estiment que les personnes qui ont un certain âge doivent, excusez-moi l'expression, libérer le plancher pour que les jeunes puissent prendre le relais? Vous parlez de dialogue intergénérationnel. Est-ce que les jeunes peuvent gérer sans la collaboration active des anciens et voilà. Alors, pour donc situer le cadre des choses, on n'a pas demandé nécessairement à ce que tous quittent le pouvoir pour que nous puissions venir, parce que nous savons que c'est pas une lutte. Nous sommes en train de dire qu'on a besoin d'être écoutés. Nous avons des idées qui donc collent beaucoup mieux à notre réalité à proposer, et donc nous voulons participer. À cela, donc, nous avons fait une proposition de quota autour de 40% de jeunes qui participent au sein des partis politiques et aussi dans la dans la direction de la gestion de l'affaire publique. Et donc, si on passe sur la base des 40%, il nous reste encore 60% donc, qui puissent être donc, utilisés par les anciens. Qui devra mettre en pratique ces 40% faire respecter? On commence déjà par les partis politiques. Les partis politiques, en leur sein, devraient avoir une forte représentation des jeunes. Et puis, bien évidemment, parce que les jeunes sont donc représentés au sein des partis politiques, ils pourront aspirer donc au poste électif. Et bien évidemment, ils pourront aussi aspirer au poste exécutif, ou en tout cas au poste exécutif à la longue. On se souvient d'une proposition en Côte d'Ivoire pour l'accès des femmes au poste décisionnel de 30%. On a vu avec les élections récentes, pratiquement aucun parti, si ce n'est qu'un seul, qui l'a atteint. C'est cela aussi le combat que mènent les femmes en ce moment, et pour dire que les femmes aussi veulent leur place, et donc le combat est en train d'être mené. Je crois qu'il y a quand même des avancées, même si c'est vraiment encore très bas, et donc les femmes sont en train de mener ce combat. Les jeunes, nous aussi, nous aspirons aux 40%. 40% c'est peut-être un peu trop élevé, mais bon, écoutez, il faut viser la lune, à défaut on va se contenter des étoiles, mais au moins si on passe sur la base des 40%, et que peut-être pas forcément dans ces 5 ou 10 années, mais en tout cas au bout d'un moment qu'on puisse parvenir à atteindre ce résultat, nous on en sera très contents. Mais on sait quand même que si ça a été pris en compte, les 40% ont été pris en compte, ça pourra peut-être avancer. Demain, on demandera peut-être jusqu'à 50%. Donc il faut faire confiance aux jeunes, il faut leur créer les opportunités qu'il faut, il faut leur donner la place qui leur revient afin qu'ils contribuent à leur juste valeur. C'est bien ça. C'est ce que nous croyons. Nous croyons que si les jeunes sont écoutés, s'ils ont une plateforme pour s'exprimer, ils pourront faire mieux.
Parce que le développement de l'Afrique ne se fera pas sans les jeunes. Surtout que la population africaine est majoritairement jeune, donc on croit que les jeunes devraient être considérés. Merci Émile Bella-Kouakou, merci pour toutes ces résolutions qui ont été prises lors du sommet d'Accra sur la transition démocratique, écouter la voix des jeunes. Nous espérons que toutes ces dispositions vont être prises dans la sous-région pour que nous en arrivions effectivement à un processus démocratique, à une transition démocratique. Merci Émile Bella-Kouakou. C'est moi qui vous remercie de m'avoir sur le plateau et puis de m'avoir permis donc de faire écho de ces résolutions. Et nous croyons que quand même au-delà de ces plateformes-là, à travers ces plateformes, nous serons entendus. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur Média 1.